Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo, donc je voulais en profiter là pour vous faire une petite mise à jour sur JSOLEX, notamment les dernières versions 2.9 et 2.10. La 2.10 étant sortie juste hier, le 15 février 2025. Et bien écoutez, on va y aller tout de suite. Euh, Beaucoup de ces nouveautés sont pour rajouter du support, par exemple du SunScan, voire du mode SunScan, mais pas que. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le SunScan encore, on peut aller voir ce que c'est. On va dire, c'est le petit dernier né de la famille Solex. Donc c'est un appareil qui est complètement intégré, hein. Je vous invite à aller voir sur sunscan.net. Donc c'est un appareil qui est complètement intégré, qui va intégrer un Solex, qui va intégrer un Raspberry Pi, et donc toutes les images en fait vont être traitées directement sur l'appareil, et puis après vous pouvez regarder ça avec une tablette, avec un smartphone. Et donc l'idée c'est vraiment de tout intégrer de A à Z. Et donc là typiquement bah, vous n'avez pas besoin de JXLX pour faire de traitement d'image puisque tout fonctionne dessus. Il y a des petites différences avec le Solex, notamment le fait que la monture qui est utilisée, c'est typiquement juste un trépied, et on laisse en fait le soleil simplement se promener devant la fente, donc il n'y a pas de mouvement forcé avec une monture motorisée par exemple. On laisse vraiment le soleil défiler devant la fente, donc pendant 3 minutes, et puis on obtient son image. Et donc avant que le SunScan existe, il y avait ce qu'on appelait le mode SunScan, et là pour le coup, c'était un Solex classique que vous mettiez à la place du SunScan ici. Pareil sur une monture alt-azimutale, et puis on laissait le soleil défiler. Et donc vous allez me dire, bah, pourquoi aller faire quelque chose dans JSONX spécifique à SunScan si en fait il y a quelque chose d'intégré dedans? Eh bien c'est tout simplement parce que vous pouvez tout à fait à partir du SunScan récupérer vos fichiers SER directement depuis la machine, et puis aller choisir d'aller les traiter avec JSONX pour faire voilà, traiter d'autres images si vous préférez. Ce qui n'est pas du tout obligatoire, mais je sais qu'il y a des utilisateurs qui le font, et donc il y a un certain nombre de nouveautés qui ont été intégrées spécifiquement pour ça, et donc on va aller voir ça. Donc une des différences sur le SunScan, c'est, donc là par exemple je vais aller voir une vidéo du SunScan, on va aller ouvrir ça, donc dans mes images de test, j'ai un spectre du SunScan qui apparaît ici. Et donc si vous avez un petit peu l'habitude du soleil, vous voyez du Solex, pardon, vous avez ici une petite différence que vous pouvez rater au premier abord, mais qui pour les habitués saute aux yeux, c'est que le spectre est inversé. Donc normalement sur du Solex, hein, par convention, on va avoir l'ultraviolet qui va être vers le haut et l'infrarouge vers le bas. Sur SunScan, en fait, c'est inversé. Donc on dit en fait que là que le sourire, le smile est inversé. Donc la courbure ici est inversée par rapport à ce qu'on va voir classiquement sur une vidéo Solex. Ça ne pose absolument aucun problème au logiciel pour vous traiter et reconnaître l'arrêt et puis traiter une image. Par contre, ça va poser des problèmes pour d'autres fonctionnalités secondaires, comme par exemple la détection automatique de l'arrêt qui est traité. Donc là, il reconnaît par exemple que c'est une arrêt H-alpha, mais sur du calcium, sur des choses comme ça, en fait, il peut se tromper complètement parce que en fait, il ne reconnaît pas le spectre, il n'est pas dans le bon sens. Donc il y avait déjà dans la version 2.8 de JSONX la possibilité en fait d'inverser le spectre de façon à gérer ce problème. Et donc on allait en fait ici dans les détails d'observation, et puis on pouvait cocher inversion au bas. Donc là, si je sélectionne dans l'instrument SunScan, en fait, on a l'inversion du spectre au bas qui est faite de manière automatique. Donc ça, vous l'aviez déjà dans la version 2.8 de JSOLEX. Donc ça vous permet voilà, on va dire que JSOLEX s'y retrouve tout simplement avec les conventions ultraviolet en haut, infrarouge vers le bas. Par contre, ce que j'ai rajouté dans la version 2.9, c'est quelque chose qui est utile non seulement pour ceux qui vont faire du SunScan ou du mode SunScan, mais aussi tous ceux qui vont utiliser un Solex, tout simplement avec, ou même un autre instrument, un autre spectro, avec une monture de type altazimutal. Donc je vous rappelle, altazimutal, tout simplement, c'est gauche, droite, haut, bas, hein.
un truc trépied photo, hein, ce genre de monture. Parce que c'est important, parce que normalement sur du Solex en fait, et notamment J-Solex, faisait, enfin, présupposait que vous utilisiez une monture équatoriale. Alors pourquoi c'est important de faire cette distinction? C'est que J-Solex, si vous êtes habitué, est capable de vous sortir des choses comme la grille d'orientation. Et la grille d'orientation suppose que, voilà, on va dire, si vous avez bien orienté votre image gauche-droite et haut-bas, hein, avec les inversions possibles, miroirs, eh bien il va vous faire une correction par exemple de l'angle P, donc l'angle voilà, du Soleil, le nord solaire. Cet angle en fait est faux. Enfin, l'angle n'est pas faux, l'angle P est faux, l'angle P est correct, mais par contre, la correction qu'il y a appliquée pour avoir le nord bien au nord, bien vertical sur une image, est fausse si vous êtes sur une monture altzimutale. Parce qu'il y a une petite correction appliquée qui s'appelle l'angle parallaptique. Et donc, bien, c'est ce qu'a rajouté l'inversion 2.9. Vous cochez cette petite case, vous cochez une inversion au bas si vous êtes sur un SunScan, vous faites votre traitement, et là votre image va être orientée de manière correcte. D'ailleurs c'est pas une image SunScan, je vais aller chercher, hop, SunScan ici. Voilà, donc là c'est vraiment une vidéo comme envoyé pour faire des tests de SunScan. Personnellement j'ai pas de SunScan, mais c'est voilà, des personnes qui m'ont demandé de le tester. Et donc là si je vais sur Gong par exemple, et que je télécharge une image de référence, on va voir ici que j'ai une inversion au bas, donc je peux appliquer directement ici. Hein. Et puis après, je peux appliquer ma correction d'angle P. Et donc là, on voit que l'orientation est strictement identique entre nos deux images. Et donc la correction de l'angle P s'est faite de manière correcte, mais en plus, il y a une correction de l'angle dit parallactique, et donc qui permet d'avoir le nord ici. Quand on applique correction de l'angle P, le nord est bien parfaitement ici, sud parfaitement ici, est, ouest. Donc là, si j'applique ça, ça va être correct. Donc c'est vraiment important, hein, et puis on va voir que pour les autres fonctionnalités que j'ai rajoutées dans la 2.9, c'est d'autant plus important de faire cette orientation et cette correction de manière automatique. Donc là je vais repartir hein, sur un fichier classique, hein, un fichier qui ne va pas être de SunScan. On va partir sur une image que j'ai faite récemment, donc je vais prendre par exemple celle-ci. Je vais aller chercher une image en bin 2 pour que ça aille assez vite. Je vais prendre, ouais, par hasard. Donc là, je vais aller chercher une image qui est faite avec un Solex classique. Je vais aller à un détail d'observation, donc je vais dire que je suis sur mon Solex Pro. Le télescope, c'était ma lunette. Hop, j'applique les paramètres. Donc là, inversion en bas et mode altaz sont décochés. Et je vais faire un traitement complet. Donc là, il me traite mon image. Oui, mon soleil n'est pas parfaitement rond, mais c'était pas très grave, hein. La correction se fait de manière automatique. Mais ça me permet juste de vous illustrer des nouveautés donc de la version 2.9, c'est la détection des régions actives. Donc là en fait, directement sur le soleil, on va voir des tâches qui sont appliquées, et donc qui correspondent à des détections des régions actives. Et puis en plus on voit qu'il y a des annotations qui sont rajoutées. Donc je peux aller le voir aussi sur la version continuum. Hein. Donc ici on a la version continuum qui s'affiche. Mais donc là, voilà, le logiciel est capable de trouver ça de manière automatique. Donc là, je peux aller chercher une image plus récente, par exemple une que j'ai faite hier, c'était à travers des voiles nuageux, donc c'est pas foufou, mais on peut aller voir ce que ça donne. Hop, ah oui, alors c'est du bin 1, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Voilà, il va me faire le traitement. Donc là, j'ai des fichiers qui font plus de 2 Go à 5, hein, donc ça commence à être conséquent. Hop, le disque solaire traité, et puis il va me faire les calculs. Ah, j'ai fait un mode rapide. Alors c'est pas grave, je vais en profiter pour vous montrer ça. Vous pouvez aussi aller dans le mode personnalisé, cocher région active, donc vous n'êtes pas obligé de faire un traitement complet. Donc là, si je fais juste région active, et puis on va faire celle-ci. Hop, je vais garder continuum. Il va me faire la reconstruction. Hop. Et je vais avoir la détection des régions actives qui va être faite de manière automatique. Voilà.
Donc là c'est mieux, il a fait pas mal de détection. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant de regarder sur ces images? C'est donc les endroits où il va y avoir des taches. Donc les taches solaires, elles sont en surligné. Et donc là où c'est surligné, c'est vraiment ce que le logiciel a détecté de manière automatique. Par contre, les annotations qui sont à côté, donc là les numéros des tâches, ça c'est recherché sur une base de données en ligne. Et donc il les positionne automatiquement pour vous. Il y a deux couleurs. Il y a les couleurs bleues et les couleurs rouges. Quand c'est en rouge, ça ne veut pas dire que JSOLEX a trouvé une tâche et que la base de données ne l'a pas, puisqu'il n'y aurait pas de numéro à la tâche ou à la région active. Donc là, c'est vraiment l'inverse. Ça veut dire que par ici, il y a une tâche que JSOLEX n'a pas trouvée. Donc je précise parce qu'il y a eu des confusions là-dessus. Donc c'est vraiment les endroits où le logiciel a trouvé les tâches. Et donc si vous êtes intéressé pour voir un petit peu comment la détection fonctionne, hein, je peux vous montrer, j'ai fait un billet de blog, vous pouvez le voir hein, sur mon blog qui explique un petit peu tout ça, comment ça fonctionne, donc ça marche aussi hein, sur du calcium, puis voilà, j'ai fait vraiment tout un billet pour expliquer un petit peu ça. Donc ça c'est assez pratique, mais vous comprenez bien que pour pouvoir positionner les labels qui sont ici de manière correcte, il faut que l'orientation du soleil, au bas, gauche-droite, soit correcte. Et il faut que l'angle parallactique soit corrigé si vous utilisez une monture alt-azimutale. Donc c'est important pour moi, avant de faire ça, d'activer cette possibilité de dire je ne suis pas sur une monture équatoriale. Et donc si je ne suis pas sur une monture équatoriale, il faut aller cocher cette case-là de façon à ce que les positions des tâches ici, des labels, on va dire, soient correctes. Tout simplement. Donc pensez à le faire si vous utilisez une monture Altaz, tout simplement. Donc là c'est vraiment on va dire le gros de la version 2.9, mais après vous avez des possibilités qui sont assez intéressantes si vous utilisez les scripts. Donc là par exemple j'ai des tâches ici qui sont détectées, et puis je peux aller, donc là je vais relancer un traitement par exemple, un traitement complet, et on va aller voir ce que ça donne. Hop, il me fait le petit scan qui va prendre un petit peu plus de temps, puisque forcément je lui demande plus de choses. Et puis après on va aller sur les scripts. Au passage, je crois que cette vidéo a été prise au moment où il y avait une éruption, donc là on peut aller voir. On peut aller voir ce qui se passe ici, donc là j'ai un redshift. Est-ce que... Non, alors c'est une erreur tout simplement. Hop, donc on va oublier ça. Donc important, hein, quand vous avez des redshifts ici, il faut toujours aller vérifier ce que le logiciel détecte, parce que c'est pas forcément bon, tout simplement. Bref, revenons à nos moutons. Si je vais sur une région active, ici il y a un certain nombre de régions actives qui sont détectées. Et après, vous pouvez utiliser des scripts pour faire par exemple du crop automatique autour de ces régions-là. Donc là, je vais faire une fonction qui s'appelle crop AR. Et puis je vais lui dire de faire le cropping autour, par exemple, d'une image décalée de, on va dire, 30 pixels pour être dans le continuum. Et donc si je fais ça, et que je lance, donc là il me traite l'image, il va aller chercher, donc là c'est pour ça qu'il travaille, hein, il va aller me rechercher une image décalée de 30 pixels puisque pour l'instant j'en avais pas. Et il va me générer des images supplémentaires. Voilà, qui sont arrivées ici, donc 3 images qui sont les taches solaires. Donc là, si je les remets à l'échelle, elles sont toutes petites, hein, tout simplement, ces taches. Mais en fait, il est capable de vous faire un autocrop autour de ces régions-là. Donc suivant dans votre résolution, ça peut être plus ou moins intéressant. Hein. Mais voilà, vous avez toutes les images, juste des tâches qui sont générées de manière automatique, donc avec l'autocrop. Donc là, sur des petites tâches comme ça, c'est pas forcément intéressant, mais ça vous permet par exemple de faire une animation autour de cette tâche-là si vous le souhaitez. Autre chose, hein, donc la grille d'orientation, donc je vais aller chercher, hop, qui est ici la fiche technique, hein, simplement. Donc maintenant, il va y avoir les régions actives qui sont annotées aussi. Et donc c'est ça que je vous expliquais au début. Hein. Si vraiment, voilà, vous n'avez pas coché cette case Altaz, si vous utilisez une monture altazimutale, et bien en fait le nord ici est pas correct, tout simplement. L'orientation est pas bonne, donc les tâches vont pas être au bon endroit, tout simplement.
Donc là on voit bien hop, les belles tâches comme il faut. Ok, donc ça c'était on va dire les nouveautés principales de la 2.9. Et puis il y avait quelque chose que j'avais rajouté quand même qui était sympathique, c'est parfois en fait et souvent même quand on fait notre première vidéo, eh bien les images qu'on obtient soit sont tronquées ou alors elles sont déformées parce que j'ai pas le bon ratio XY, donc elles sont en forme de ballon de rugby, et donc on va pas garder un certain nombre d'images qu'on traite. Donc souvent ce qu'on fait, c'est on prend un fichier, et puis tiens, je vais aller voir d'ailleurs, je crois que j'en ai un qui est tout moche là-dedans. On va prendre, allez, on va prendre celui-ci. Est-ce que ça va être... Non, celui-ci il est bon. Est-ce que j'en ai un tout petit? Celui-ci, je crois qu'il est moche. Voilà, donc là c'était un truc raté, hein, tout simplement quelqu'un qui m'a envoyé sa vidéo, on dit ah, je comprends pas, ça me fait des images bizarres. En fait c'est simplement du fond de ciel, donc il n'y avait rien d'intéressant qui se passait. Et donc là bah typiquement ça sert à rien de garder le fichier CR, donc vous pouvez directement après le traitement aller cocher la case supprimer le fichier CR, on fait OK et pouf, le fichier est supprimé, vous perdez moins de temps. Et donc c'est assez intéressant parce que souvent en fait on enchaîne le plus possible de scans. Et retrouver après, aller retrouver ceux qui étaient bons et ceux qui étaient pas bons peut être un peu pénible, tout simplement. Donc là, bah, vous le faites directement. Autre option, donc là qui est cette fois arrivée dans la 2.10, c'est donc là je vais aller chercher un fichier récent. Donc je vais prendre, allez, on va ici un stack. Et donc vous voyez que mes fichiers ils font 4 Go 4. Je prends ce fichier là, je vais lancer un traitement. Et donc 4 Go 4, ça commence à être pas mal, hein, ça commence à être gros, ça prend de l'espace disque, ça met du temps à traiter. Voilà, il met son temps. Et donc là on voit que j'ai une courbure hein, qui est assez importante, hein, c'est parce que j'ai ma fente qui est légèrement pivotée, je ne sais pas exactement pourquoi, mais bref, c'est pas très grave, mais du coup ça m'a forcé d'augmenter la fenêtre de capture, tout simplement. Et donc bah, si on regarde, hein, je prends la même vidéo, hein, 14:37. Si on regarde cette vidéo, voilà, j'ai une grosse fenêtre de capture, et puis j'ai de la marge aussi au début. Donc au début j'ai rien, et à la fin j'ai un petit peu de marge où j'ai du noir. Et donc l'idée, bah, c'est de dire, bah en fait cette vidéo, je vais pouvoir la réduire. Et donc si je clique sur réduire, il me propose en fait d'aller chercher, d'aller couper en fait mon fichier CR pour ne garder que ce qui est intéressant pour le traitement. Et donc, de manière automatique, en fait, comme il a détecté les bords du soleil, il est capable de dire, en prenant une marge d'à peu près 10%, il dire bon bah tiens, il faut que j'aille jusqu'à tel frame de début, tel trame de fin. Donc là, j'ai un fichier qui faisait 4000 trames, et puis il a déterminé par exemple que je peux en éliminer presque 300. Pareil, en fait, là, c'est la détection au bas, hein, donc qui permet simplement de se dire, bah, en fait j'ai les deux dimensions, hein, haut, bas, gauche, droite, et donc quand on fait un scan, comme on fait ligne par ligne, sur une ligne, eh bien, je peux limiter les trames, ça va me permettre de limiter ce qui se passe de haut en bas. Puis de l'autre côté, la largeur, ce que je vois sur la vidéo, c'est min x, min max y. Et donc parfois, on va avoir une fenêtre de capture qui est beaucoup plus large que ce que va nous prendre le soleil au final. Donc là, c'est typiquement si vous avez fait une fenêtre de cropping beaucoup trop large. Donc là, vous pouvez, donc là, ce qui n'est pas le cas dans ma vidéo, hein. J'avais un crop qui était parfait. Et donc du coup, bah, le min max est exactement ce qu'il faut. Et puis enfin, vous avez la possibilité de limiter donc le nombre de pixels que vous allez prendre au-dessus et en dessous de la ligne étudiée. Donc là, par défaut, il prend le maximum d'informations qu'il est capable de reconstruire sans perte. Donc là, si je faisais juste ça, ça me ferait une vidéo qui serait déjà plus petite, mais par exemple, je peux très bien décider de limiter à 40 pixels vers le haut et 40 pixels vers le bas. Donc là, il me fait le calcul en me disant bah, ça va faire à peu près 2,5 angstrom d'études. Et puis il va me prévenir, attention, une fois que vous faites ça, en fait, vous vous retrouvez avec un fichier qui va être plus petit, certes, mais qui, voilà, c'est une opération destructive.
dans le sens où on va transformer vraiment votre fichier, on va supprimer des trames, et puis on va faire une correction géométrique qui va être appliquée de manière automatique dessus. Donc on va voir comment ça se présente. Donc là je lance, il est en train de me traiter le fichier, et donc la courbure que vous avez vue dans le fichier initial en fait va être automatiquement corrigée, et on va obtenir 40 pixels au-dessus et 40 pixels en dessous. Donc là, en fait, je suis parti d'un fichier qui faisait 4 Go 2, et donc j'arrive à un fichier qui fait plus que 2 Go. Donc une réduction de 60%. Donc c'est quand même intéressant. Donc je peux relancer le traitement dessus, ce que je vous conseille de faire pour vérifier que bien vous obtenez bien une image voilà, qui va être la même que celle que vous auriez obtenue autrement. Voilà, donc on a exactement la même chose. Mais il faut quand même le vérifier puisque c'est une opération destructive. Mais maintenant, si je vais voir dans l'analysaire vidéo, en fait, j'ai un fichier maintenant qui s'appelle -trimmed. Donc voilà, qui fait moins de la moitié. Et donc si je l'ouvre, celui-ci, on va voir que cette fois, j'ai une ligne qui est parfaitement horizontale. Donc la correction a été faite de manière automatique. Et donc j'ai 40 pixels au-dessus, 40 pixels en dessous. Donc ce qui me permet de garder en fait ma vidéo pour faire des traitements plus tard, par exemple. Revenir plus tard, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de garder vos fichiers SER, mais je sais que ceux qui font de l'archivage, eh bien ça vous permet de réduire, et puis de dire, bon bah, certes, je vais perdre un petit peu de données, hein, mais suffisamment pour pouvoir faire des études plus tard, tout simplement. Ok, donc là c'est vraiment une des dernières nouveautés, et puis celle qui va être que je vais vous présenter maintenant, on va dire qu'elle va plus être à destination, elle a été conçue en tout cas pour des présentations publiques. Donc l'idée c'est par exemple, donc là on va faire des journées d'observation solaire en Vendée qui vont être au mois de juin. Et ce qu'on va trouver intéressant, c'est d'avoir, on est plusieurs en fait dans le club à avoir des Solex, et on va tous être sur un réseau local, et donc ça pourrait être intéressant d'avoir un vidéoprojecteur qui projette ce que chacun est en train de traiter à un instant T. Et pour faire ça, en fait, maintenant, il y a un serveur qui est intégré. Donc là, je vais aller ici dans menu outils serveur web intégré, où vous pouvez autrement cocher ici sur serveur, c'est pareil. Donc là, je vous montre si je coche ici ça ou ça, ou alors je coche sur serveur ici. Et donc là, il me propose de démarrer le serveur. Hop, et quand je l'ai démarré, si je clique, j'obtiens en fait c'est une page web qui est vide, mais j'ai donc l'adresse IP du serveur ainsi que son adresse. Et donc je peux maintenant partager ça avec par exemple un ordinateur qui va être relié à un vidéoprojecteur. Et maintenant ce qui va se passer, donc je vais mettre ça en parallèle. Hop, on va sortir cette image d'un côté. Hop, je vais mettre JSOLEX de l'autre. Donc je ferme cette fenêtre. Je vais mettre JSOLEX de l'autre côté. Et puis on va imaginer que je commence en fait dans ma présentation à traiter des vidéos. Donc là je vais prendre par exemple, je suis en SunScan, hein, on s'en moque un petit peu, je vais faire un traitement rapide. Et hop, donc là en live en fait le serveur web est mis à jour. Et donc on peut aller voir donc les données brutes, données traitées. Et puis si je traite une deuxième vidéo plus tard, on va dire hop celle-ci, je vais faire mode rapide. On va voir que quand ici ça va être mis à jour, ça va se mettre automatiquement à jour de l'autre côté. C'était un fichier un bin 1, donc forcément ça met plus de temps. Voilà, il est parti. Hop, donc là mon image est apparue. Vous voyez la différence de résolution hein, par rapport à SunScan, c'est pas tout à fait la même quand même hein, entre un Solex et un SunScan. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de revenir en arrière. Donc ça peut être sympa, par exemple, si vous faites plein d'images dans la journée, en fait, elles vont s'accumuler. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir montrer l'évolution du soleil au cours du temps dans la journée, ce qui peut être assez sympa. Par contre, une fois que j'ai fermé mon serveur, hein, il faut que je ferme JSOLEX, toutes les images sont disparues, elles restent plus que sur votre disque. Et donc nous, notre idée, vraiment, c'est ça, c'est de pouvoir partager ces images simplement en donnant l'adresse. À partir, voilà, il faut quand même que les ordinateurs soient sur le même réseau hein, pour pouvoir le faire. Mais ça, voilà, en règle générale, on sait se débrouiller pour ça. Donc là, je l'ai fait, il n'y a que deux types d'images, hein, mais évidemment, hein, si je traite
un lot complet. Hop, je vais prendre celle-là et puis je vais faire un traitement complet pour aller plus vite. Donc là, on va repartir sur une Easy Machine Scan, tac tac tac. Et donc là j'ai toutes les catégories qui s'affichent petit à petit. Et puis je vais le passer en plein écran pour qu'on le voit. Donc maintenant j'ai les colorisés qui sont arrivés avec la détection des régions actives, l'image mix, bref, éclipse virtuelle, éclipse Doppler. Donc vous pouvez montrer tout ça directement en live à partir d'un ordinateur qui va être par exemple dans une salle alors que votre instrument est à l'extérieur, quoi. Donc je pense que ça peut être assez sympa pour les présentations en public. Et puis j'espère que ça vous sera utile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous et à bientôt.